Nouvel entretien sur la chaîne First Team. Aujourd'hui, on reçoit un vieux camarade, quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà reçu dans ses studios. C'était à l'aube des Jeux Olympiques en 2024. Thomas, on reçoit notre vieux copain Gershon Yabusele. Comment ça va le Gersh? Ça va super, super. Content d'être de retour ici. Tu retrouves un petit peu tes habitudes. Tu étais venu, on se souvient, avant les Jeux Olympiques et ça avait auguré un été assez incroyable pour toi. Ouais, franchement, cet été-là des JO, je pense que ça a été un des meilleurs étés franchement que j'ai fait dans ma carrière. Par rapport à l'année déjà avec Madrid, par rapport aux JO et le retour aussi directement en NBA, je pense que cet été-là, il était assez incroyable. Tu nous disais en off qu'on t'a un peu porté chance quelque part. Grâce à nous, tout ça. C'est grâce à nous, c'est pour ça que tu reviens aujourd'hui. Erwan m'a dit, je pense que grâce à nous, il va signer 25 millions de dollars l'année prochaine en NBA. Oh là là, alors tu sais que nous, nos fils, c'est 10%. Hein. Ouais, 5 c'est OK pour moi. 1% là, c'est ça, 1%. Bon, Gershon, on te retrouve, du coup, on va faire un point un petit peu large. Alors, effectivement, après les Jeux Olympiques, tu avais retrouvé la NBA, on en avait évidemment longuement parlé dans nos émissions. On va revenir surtout sur cette saison-là, 2025-2026. Ça a été une saison un petit peu particulière, du coup, parce que tu signes au Knicks et tu l'as fini du côté de Chicago. Commençons par le début. Revenons sur cette signature chez les New York Knicks. Moi, ça m'avait évidemment particulièrement excité. Tu sais que je suis fan des Knicks. Raconte-nous un petit peu la genèse, les choix que tu avais et pourquoi tu avais choisi les Knicks. Ouais. Bah, tout simplement, j'avais, on va dire, 3 offres. J'avais l'offre de Philly, en fait, vu que j'avais fini avec eux, ils avaient la chance de pouvoir faire une offre avant les équipes, quelques jours avant. Donc, ils m'avaient fait une petite offre. Et après, j'avais Denver et New York. Donc, c'était plus ou moins le même contrat, on va dire. Avant que New York arrive, je discutais déjà un peu avec Denver. Et bon, le projet était assez clair, tu vois. Ils avaient déjà aussi Jokic et Gordon. Puis j'aurais pu être derrière, justement, moi, pareil, en intérieur, arriver derrière pour faire 4, 5, puis pouvoir basculer. Ensuite, quand on parle aussi avec New York, forcément, il y a Kat, il y a Mitch, et pareil aussi dans le même rôle où je peux venir faire 4, quand 4 il bouge en 5, moi faire ainsi de suite, tu vois, un peu basculer. Donc le projet était un peu plus ou moins le même. Ce que j'avais aimé aussi avec New York, c'est l'équipe qu'ils avaient. Quand moi j'étais à Philadelphie, on les a joués. Je trouvais qu'il y avait un bon groupe, il y avait une bonne ambiance. J'aime bien leur caractère, je trouvais que c'était des chiens, tu vois. Ils sont allés jusqu'en finale de conf, donc je regarde tout ça, je me dis, ça peut être une bonne addition d'aller là-bas, il y a un bon truc et tout. En plus, ils sortent de finale. Je pense que là, ils vont repartir, tu vois. Donc dans ma tête, je me dis, bon, l'année qui va arriver, ça va être une bonne année. Écoute, pourquoi pas. Dans le projet aussi, quand je parle aussi avec eux, bon, forcément, il n'y a pas de coach à ce moment-là. Et ça, c'est aussi de ma faute aussi. Il n'y a pas de coach, mais moi, en tout cas, quand je parle avec eux, c'est clair que voilà, ils disent qu'ils veulent pas un coach qui fait un peu ce qui avait fait le coach d'avant. Ils veulent faire jouer le banc. Là, vraiment, c'est ce qui manquait. Donc, ils ont besoin de ça. Donc, à ce moment-là, moi, facilement, tu vois, je me dis, bon, il y a le choix, il y a ça, ok, c'est comme ça qu'on fait. Puis après, ils signent le coach après nous avoir signé avec Jordan Clarkson. Donc quand je vais signer le contrat, je rencontre le coach, on parle, on a une très bonne conversation, il me dit qu'il me connaissait, qu'il aime bien mon jeu, etc. Et ensuite derrière, nous on a l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, il m'envoie des messages, même le match où je mets 36 points, il m'envoie après. Donc je vois vraiment qu'il suit aussi, tu vois. Donc moi ça me porte un peu d'intérêt, je me dis ah cool. Donc on perd contre la Géorgie. On était là, Gershon. Gershon, on était là. C'était ouf. Moi, franchement, ça m'a vraiment mis un coup parce que c'était un nouveau groupe, c'était une nouvelle compète. Je trouve qu'on avait un très bon groupe, en fait. J'aimais bien l'ambiance, mais j'aimais bien aussi l'équipe qu'on avait. Et de perdre comme ça, là, en 8e, franchement, c'était dur. Donc, quand je rentre directement à Madrid, il y a 2 semaines, je crois, et je voulais essayer de me motiver à aller m'entraîner tout un peu, mais j'arrivais pas. Franchement, le mental, il fallait vraiment que je coupe. Donc après, directement, j'arrive à New York, ils me disent, ouais, t'as fait les trucs, j'ai coupé, ils m'ont dit, ah, c'est ce que tu dois faire, c'est bien et tout. Ils nous pèsent et tout, on fait les trucs et tout, bon, tranquille, c'est la prépa, on n'a même pas encore commencé. Combien sur la balance? Combien j'étais, j'avais quelques kilos en trop. J'avais quelques kilos en trop, mais bon, je venais juste de les prendre. 91, 92. C'est pas plus gauche. Entre 95. Avec un pied sur la balance. Mais tu vois, j'ai juste quelques kilos que j'ai pris là. Je sais que là, en deux semaines, pareil, c'est réglé. Je me remets une shape, tu vois. Donc on commence et tout, on fait des trucs. Et puis là, du début, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, à Abu Dhabi, les 2 premiers matchs contre Philly, moi, à ce moment-là, je regarde. En fait, c'est que je me dis, ça fait 12 ans que je suis pro, il y a certaines choses que j'arrive à sentir et à voir. En NBA, généralement, les pré-saisons où on fait les matchs comme ça, c'est là que
les starters, on va dire, ils jouent jusqu'à la mi-temps, plus ou moins, et que la deuxième mi-temps, c'est là où il fait jouer le banc, justement pour que nous aussi, on se mette un peu in shape. Et ben là, directement, on regarde nos starters, ils sont déjà à 30 et quelques minutes, et nous, ils nous donnent déjà 4 ou 5 minutes. Tu vois, donc je me dis, mais pour les 2 matchs comme ça, après je me dis, c'est peut-être c'est une équipe différente, donc je me dis peut-être que le système, il est différent. Mais au fur et à mesure, ça avance, et on se rend compte aussi avec quelques gars du banc qu'en fait, on joue pas trop la prépa. Donc je me dis, comment ça va être quand la saison elle va commencer? Donc là, la saison, elle commence, et là, pouf, direct, ça tombe. Ok, je joue 2 minutes, 3 minutes, tu vois, par-ci, par-là, et ça avance pas, en fait. Donc à ce moment-là, je parlais aussi avec le GM, le président, pardon, avec qui j'ai un très bon contact, et il m'expliquait, il m'a dit, je te vois que tu joues pas trop, comment ça? Essaye de parler un peu avec le coach, essaye de, tu vois, avoir des discussions, savoir qu'est-ce qui manque ou quoi. Donc là, je lui parle. Il m'explique en gros que non, ça va, faut que je continue et tout un peu de ce que je fais. C'est qu'en fait, là, c'est un peu dur avec les gars, il essaie de les mettre bien en forme, etc. Donc pareil, moi je respecte aussi, c'est le coach, hein, c'est sa décision, donc ok. Moi je reste toujours pro dans mon truc. Et pareil, les matchs ils avancent, et je joue toujours pas, et des fois 0 minutes, des fois. Et moi là en fait, ça m'a mis un coup où je me dis, mais je me sens comme à Boston en fait. Quand je regarde Boston, on est en 2026 et il y a 10 ans en arrière. Donc ça m'a mis un coup, je me suis dit, putain, en 10 ans, il s'est passé un tas de choses, tu vois. Depuis de jouer encore 0 minutes, c'est pas possible. La frustration, elle était. Je rentrais chez moi, je savais pas quoi faire encore. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas repartir dans ça toute la saison. Et j'ai signé à 2 ans. Et je me dis, lui, il a signé 3 ans ou 4 ans le coach, je vais pas ne pas jouer pendant 2 ans. Moi, j'ai déjà vu des collègues, bon après vous savez qui c'est, mais j'ai déjà vu les collègues français qui ont été là-bas, qui n'ont pas joué pendant des années. Je vais pas faire ça. Là, j'ai 30 ans, je me sens bien, Dieu merci, je suis en forme, je suis pas blessé. Je me dis, là, j'ai tellement de trucs à donner que je peux pas partir sur ça, tu vois. Donc après, bon, les matchs y passent. Après, je parle aussi avec le coach. Ouais, t'as eu la discussion avec le coach, pour le coup, à un moment donné, encore entre 4 yeux, comme on dit. Franchement, on a parlé 4 fois. Du coup, c'est quoi les types de discussions? C'est bon, pourquoi je joue pas? Est-ce que tu comptes sur moi? Est-ce que c'est aussi straight que ça? Ou alors en fait, t'es là de dire bon, explique-moi peut-être que. Moi, je vais t'expliquer, ça va être facile. Moi, quand je suis allé voir, parce que du coup, il y a un truc qu'il faisait tout le temps. C'était, il me mettait, on va dire, premier quart-temps, quelque chose comme ça. Il va me mettre 2-3 minutes et généralement après, je rentrais plus. Donc c'était comme ça. Donc il a fait ça pendant plusieurs matchs. Et ensuite, quand il y avait un match, c'était contre Minnesota à la maison. Il me fait rentrer pareil. Donc moi, je suis sur le banc après. Donc là, je me dis, bon, je sais que je vais pas rentrer, tu vois, ça, c'est tranquille. Il dit rien. Fin du 3e quart-temps, c'est temps mort. Avant de reprendre le temps mort, il me dit, Gershon, vas-y. Moi, ok, tu vois, faut y aller. Mais j'étais pas prêt du tout. 2e quart-temps, j'ai pas joué. Il y a la mi-temps, les 15 minutes de la mi-temps, il y a tout le 3e quart-temps qui passe. On arrive au début du 4e quart-temps. Tu vois, moi, je me suis dit, c'est comme les autres matchs. On vient de le faire, les 5 derniers matchs, tu m'as fait ça, tu vois. Donc, ok, bon, on y va, tu vois, c'est pareil. Donc, je vais là-bas, je rentre, je fais une première défense, on va en attaque. Il y a, je crois que c'était Douce, il dribble et tout, 5, 4, 3, il me la jette dans le corner. Je dois prendre un TG, je prends un TG, la balle, elle part, je ne sais où, je repars de l'autre côté. Je dois défendre Julius Randle qui joue tous les ballons. Je viens de rentrer, j'ai encore les tendinites qui sont, tu vois, je me dis, oh là là, faut chauffer les genoux. Et il attaque, je fais une faute, je crois. Ils ont encore la balle, il attaque, il marque et il m'a sorti. J'ai fait 3 allers-retours. Moins de 21, quoi. 3 allers-retours, il m'a sorti, je suis sur le banc, je me dis, là. Donc après, le lendemain, je suis allé le voir. J'ai dit, et en fait, j'ai pris cette approche-là justement pour pas le frustrer ou quoi, tu vois, parce que c'est quand même le coach, c'est lui qui décide. Donc je suis allé et je lui ai dit, par rapport à hier et tout, je tenais à dire et tout, c'est ma faute, j'aurais dû être prêt. C'est qu'en fait, les matchs d'avant, vu qu'en fait, généralement, quand tu me mets au premier quart-temps, tu vois, c'est pas mauvais ce que je dis, mais quand tu me mets au premier quart-temps, tu me fais pas rentrer. Là, moi, je me suis dit que j'allais pas jouer. Donc techniquement, mais c'est ma faute, j'aurais dû être prêt, c'est vrai. J'aurais dû même continuer à faire du vélo ou tu vois, rester in shape. Donc je lui fais comprendre comme ça, tu vois. Et il me dit, ok, bon, j'apprécie que tu viennes me parler, d'accord et tout, essaye de rester prêt, tu sais pas quand j'aurai besoin de toi, etc. Et je lui dis, ok, sinon, tu vois, comment ça va se passer un peu maintenant qu'on est là, qu'on parle, parce que ce serait bien qu'on parle un peu des minutes. Et il m'a dit, pour t'expliquer, en fait, il y a 5 joueurs, donc les 5 starters que j'ai envie de faire jouer
38 minutes chacun, plus Mitch qui mérite ses 26 minutes. Voilà, ça te dit à peu près, tu vois, je sais pas comment, tu vois. Donc là, il me fait comprendre en gros que il n'y a pas de place, quoi. Parce que là, en plus, il me parle des 5 starters, il me parle de Mitch, mais il parle pas de Douce, il parle pas de Landry, il parle pas de Jordan Clarkson, il parle pas, tu vois, de tous ces gars qui sont là aussi, tu vois. Tyler Kolek, etc. Donc, je me dis, attends, si moi je rajoute eux, mais en fait, il n'y a plus de temps de jeu, là, en fait, techniquement, tu vois. Donc, à ce moment-là, ben, je comprends. Il me fait comprendre aussi, je comprends très tôt que là, en fait, ça va être une année très compliquée, en fait. Parce que là, on est à quel moment dans la saison? On est encore Ça, je te parle de ça, c'est le début de saison. Ouais. C'est le début de saison. De toute façon, on l'a vite compris. Oui, dès le début de saison. Comme tu dis, ce que tu dis, c'est ce qu'on a vu très vite. Ces espèces de passages de 2-3 minutes où en fait, on a l'impression. Personne ne performer, ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit souvent. Oui. Et en plus, quand tu rentrais souvent sur un poste 5 où il fallait défendre. T'étais dans du passing game, on te retrouvait, t'avais pas peu de tir à toi. Donc c'était très compliqué d'exister là-dessus. En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça quand j'en parlais souvent justement avec ma femme quand je rentrais. Parce que forcément la frustration elle est collective, tu vois. On sort du match, on est là dans la voiture, on se dit qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois, parce que faut pas penser comme ça, mais je me dis bon, j'étais à Philly, j'ai fait comme une bonne saison année en vrai, tu vois, une bonne année, je me dis bon, la suite logique et tout ça continue. Donc je regarde dans les 5 dernières années par exemple depuis Madrid, de trucs, c'est chaque année ça monte, chaque année un peu plus, chaque année on est bien. Donc là je me suis dit allez, c'est pareil, là c'est un autre challenge, on arrive New York et on essaie de faire quelque chose et puis la salle de New York, voilà. Est-ce que dans ton choix entre Denver et les Knicks, où c'était à peu près le même oseille et les mêmes projets, d'une équipe qui voulait retrouver les finales, est-ce que le fait que ça soit New York, le Garden, ça a fait basculer les choses? Mais bien sûr, c'est New York, c'est le premier point par rapport à la France, voilà, le club historique, voilà, tout ce qui en suit, forcément. Et on le voit pas comme ça, c'est la partie qu'il y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais d'un point de vue business, tu passes marché numéro 1, c'est New York, ça vend, tu vois, il y a tout ce côté-là aussi qui rentre en jeu, donc forcément, c'est une décision que tu prends, tu réfléchis et au final tu dis ouais, en fait il y a pas trop à réfléchir, on va dire. Et en plus, comme je dis, les résultats collectifs avec eux, ça allait dans le bon sens, donc pourquoi pas en fait. Donc ouais, à ce moment-là, je comprends assez tôt en fait que tu vois, je vais pas jouer. Donc là, on commence à parler, voir, parce qu'en fait, moi, j'étais in shape à ce moment-là. J'étais vraiment bien, même aux entraînements. Et bon, là, après, j'étais avec les jeunes, justement, Mo. Parle-moi des entraînements, justement. Quand on joue pas comme ça, qu'on est un compétiteur comme toi. Alors, je sais que les starters s'entraînent très peu. Mais il y avait des confrontations à un moment donné direct où tu avais envie de prouver aussi que tu pouvais jouer plus. En soi, pendant la saison NBA, il y a très rarement Explique-nous ça, parce que pour que les gens comprennent. On sait qu'en Europe, t'as 1-2 matchs par semaine, 3 avec l'Euroleague, mais en général, tu t'entraînes beaucoup plus. Donc, tu peux à l'entraînement faire changer un petit peu des tendances si, par rapport à ton vis-à-vis, au mec qui est devant toi, même de coaching. Voilà, de coaching. Tu peux faire. En NBA, c'est quasiment impossible. Sur des rotations établies dès le début de saison, de faire changer les choses, parce que tout passe par les matchs, et si tu joues pas, ben... Pour faire changer les choses en NBA, il faut pousser dans les escaliers, le mec. La blessure. Showgirl. En fait, j'allais dire, il faut toujours continuer à s'entraîner parce qu'en fait, quand il y en a un qui va se blesser et que toi, là, tu vas y aller, c'est à ce moment-là que tu vas changer les choses. Si là, tu rates ça, là, c'est fini. Tu vois, ils vont te dire, ah ouais, on avait raison, tu vois. Alors que là, directement, t'arrives, t'es prêt. Là, le gars qui va revenir, je dis pas qu'il aura plus 6 minutes, il va plus jouer, mais toi, on va te voir différemment. Et puis, en plus, toutes les autres équipes regardent aussi. C'est surtout ça qui est important. Donc, non, à ce moment-là, nous, on est aux entraînements. Et justement, je parlais aux plus jeunes, tu vois, Paco, Mo, mais même, je peux rajouter aussi Ariel Porti aussi, qui était là, qui est jeune. Je leur disais, les gars, on est obligé de s'entraîner, on peut pas laisser. On peut pas laisser parce que on joue pas là, c'est vrai, mais il faut qu'on soit prêt. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Demain, il y en a, il peut être dans un trade. Demain, si ça. Donc, faut être prêt parce que si t'es tradé, l'équipe où tu vas aller, ils vont te faire jouer direct. Et là, si tu rates, là, c'est fini. Ils vont dire, ouais, ta saison est quitte. Donc, je leur parlais tous les jours, on se poussait, on faisait du 2-2, 3 contre 3. J'essaie souvent de leur dire d'organiser des 5 contre 5. Ils ramenaient aussi des gars de G-League. Donc, après, c'est devenu... c'est comme si, en fait, on faisait des workouts tous les jours un peu, tu vois. Donc, au final, on était vraiment bien, on était prêts. Et donc, à ce moment-là aussi, quand le trade, il arrive, et que je le valide et que on décide d'aller à Chicago, je joue le lendemain en plus.
Ouais, on se souvient ça. Ah bah oui, t'es arrivé dans la nuit foot, le mec qui est sur le terrain, ok. Avec une belle envie. Poste 5, je m'envoie, peu importe, fais-moi jouer ce que tu veux. Jouer sur le terrain. C'était vraiment toute la niaque, l'énergie, le travail qu'on a fait aussi avec les gars, qu'on se pousse aux entraînements. Et Billy Donovan aussi, que je connaissais de la draft, parce qu'il était au KC. Et il voulait me drafter aussi à l'époque. Et du coup, lui, franchement, je suis arrivé, mais je pouvais pas être plus à l'aise que ça, en fait. Les gars, ils m'ont mis à l'aise. En sortant de New York, où moi, je suis là un peu en mode, bon, là, c'est dur. Je suis arrivé là-bas, tout le monde vient me voir, les joueurs et tout. On est trop content que tu sois là. C'est un truc de ouf. On a grave de la chance. Donc, le coach, il me dit, ouais, t'inquiète pas, on va regarder 2-3 plays et je t'en mettrai quelques-uns, mais sinon, t'as ton intelligence de jeu. Je sais très bien comment tu joues. Joue. Il a dit, quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas trouver, je sais, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'arrive comme ça, je me dis, j'appelle ma femme, je suis choqué. C'est un truc de T'as plus l'habitude. Ah, mais j'ai dit, c'est ouf, j'ai même un play. Tu te rends compte, j'ai un play. Là, je vais jouer, j'ai un play. Et le premier match, justement, quand je mets les 15 points et que je fais le double-double, je me regarde, là, j'arrive à shooter à 3 points, j'avance, il y a un play pour moi post-up et tout. Et là, je me dis, c'est magnifique. Là, je crois que là, c'est magnifique. Donc après, on enchaîne les matchs et pareil. Après, ça se passe de mieux en mieux. Même moi, je prends le rythme, je suis plus à l'aise. Et à ce moment-là, je me dis c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parce que là, ça va être compliqué. Revenons un petit peu sur ce moment de trade. Ouais. Tu te fais trader à Chicago, mais c'est pas si simple. Ouais. C'est qu'il y a ton contrat qui pose problème. Bien sûr. Tu as 2 ans, 2 x 3, et tu as une player option à 3 millions. Ouais. Et cette player option, elle bloque beaucoup d'équipes qui sont intéressées par toi. Et toi, à la Gershon, comme d'habitude, tu as dit quoi? Ma player option vous embête? Je vous promets que je la prends pas. Ouais. Ben, en vrai, c'est ça, parce que comme je te dis, là, je me dis, je suis dans une situation où je suis là 2 ans. C'est le même coach. En plus, là, au final. Ça se passe bien pour eux, en plus. Il va pas partir. Ah, bah non, je crois pas. Il va pas partir. Donc, moi, quand je vois, par exemple, Jérémy, tu vois, qui a été changé, on va dire, aussi en même temps que moi, ben, le temps de jeu qu'il a, c'était censé être le mien. Donc là, j'aurais été pareil. Il joue moins que toi, je crois. Et tu vois, je joue pas du tout, disons-le, je vois absolument pas. Ouais. Donc en fait, je me dis, voilà, j'aurais pas pu faire ça pour 2 ans. En fait, c'est pas possible. C'est mentalement, c'était beaucoup trop dur. Je te dis, je me suis revu dans des périodes noires un peu, tu vois, où ça m'a rappelé Boston. Je me dis, mais il y a eu 10 ans. Là, j'ai fait un tas de trucs en 10 ans. Il s'est passé un tas de trucs, tu vois. Je me dis, je suis reparti en Chine, ça s'est mal passé. Il y a eu le Covid, il y a eu la période à Lasvel où je me suis remis bien, plus Madrid et tout. Je me dis. Ouais, non, je peux pas. Et une fois de plus, tu vois, c'est moi, hein. Il y en a qui auraient accepté parce que moi, quand je suis parti, on m'a interviewé, j'ai dit, si je dois partir, je partirai, mais en tous les cas, je pense, je vous le dis vraiment, cette équipe-là, je pense que c'est eux qui vont gagner. Ou ils y seront. Tu vois, ils seront en finale ou ils vont gagner. Parce que je vois l'équipe, il y a le truc, mais je suis techniquement, en fait, pas avec vous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent, en fait, quand t'es un peu en marge du groupe? Comment ça se passe? Non, je m'entends super bien. D'accord. Ah ouais, avec tout le monde. Okay. Avec tout le monde, j'ai aucun problème, que ça soit même les coachs assistants, le staff et tout. C'est pour ça, même quand je suis parti, que j'ai été tradé, on les a rejoués et tout, tu vois, tu sens vraiment qu'on est content de se voir aussi, on rigole, même quand je les ai vus à New York, aller les voir et tout. Je suis encore en contact avec tout le monde. Franchement, c'est une bonne équipe de bons gars et tout, tu vois. Mais, je te dis, je revoyais Chicago, j'en parlais. Et je me suis dit, non, c'était la meilleure chose parce que moi, je suis un très, très gros compétiteur. Des fois, je le montre, des fois, il y en a qui le voient pas, mais on peut faire une compétition à base de tout. Il y a la play, par exemple, on joue, moi, je veux gagner, tu vois. On fait un petit truc là-bas, je veux gagner. Donc, ça veut dire que mentalement, c'était vraiment trop dur. C'était vraiment trop dur et Chicago, c'était la meilleure chose. Donc, tu préfères jouer dans une équipe qui n'a pas d'ambition collective, plutôt que de ne pas jouer dans une équipe qui, pour le coup, vise le titre. Non. C'est aussi le ressenti de la situation, en tout cas à ce moment-là. Non, pas du tout, parce que moi, je veux juste être dans une équipe forte qui joue et avoir un temps de jeu. Je demande pas 30 minutes, 10, 15 minutes ou peu importe. Et après, tu vois par rapport au match. Mais là, en fait, les temps de jeu étaient tout prédéfinis, en fait. Donc, en fait, moi, que je joue bien, que je joue pas bien, ça change rien. Il y a eu quand même des bons matchs, quand même, avec New York. Il y a eu des bonnes entrées, des bons moments. J'ai jamais eu une chance. T'as Utah, ton meilleur match avec 11 points? Ça, c'était Utah à la maison. Ouais, je crois que parce que c'était 11 points en 10 minutes. Ouais, 12-13 minutes. Ouais. C'était au 4e quart-temps. Mais il y avait aussi un match, je crois, c'était contre les Clippers, les Lakers, où je crois on se bat je crois que c'est les Clippers jusqu'à la fin et on gagne. Et ouais, c'était un match où j'ai failli mettre un dunk, je crois. J'ai mis 2-3
3 points. J'ai mis aussi un lay-up. Mais tu vois, il y avait une ambiance, tu vois, là-bas. Même là-bas, les gens étaient contents et tout. Donc, après ça, je me dis, bon, peut-être qu'il va voir que là, je suis bien aussi, tu vois. Mais ça avançait pas. Donc, c'était par rapport à l'option, justement, que j'ai laissée sur la deuxième année. Moi, j'avais un peu le seum parce qu'il y avait d'autres équipes aussi qui voulaient cette option, elle posait de problème, mais ils ne sont pas proposé d'enlever la deuxième année. C'était qui les équipes? Il y a eu pas mal de bonnes équipes. Et du coup, maintenant, elle se renseigne, maintenant que tu es free agent? En fait, techniquement, on peut pas, pas le droit d'en parler. Mais alors, attends, cette option, pour qu'on comprenne un peu cette histoire de contrat, tu dis, je vous promets, je la prends pas, ou tu signes un papier quand même? Non, on est obligé de signer. Ah voilà, parce que tu dis, finalement, je la prends, tu vois. Je te dis que c'est passé dans ma tête. Mon agent, il m'a dit, en gros, il faut que tu laisses la 16e année. Je me suis dit, ok. Ouais. Ça avance et toi, après, ils vont envoyer le papier pour que tu signes. Ah, il faut signer un truc. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais essayer de forcer. Mais ouais, dans la deuxième année, quand je la laisse, en fait, et que je vais à Chicago. Donc, tu laisses 3 millions sur la table, on est d'accord. Ouais, je crois que c'est à peu près comme ça. Tu laisses beaucoup d'argent sur la table depuis 2 ans, pour l'ennemi. Et pourtant, j'aimerais avoir de l'argent, je vais pas vous mentir. Mais en vrai, c'est que je me dis, bon, je suis passé par là, je dis pas que tu peux refaire ce que tu as forcément fait avant, mais je me dis, regarde, je préfère que ce soit moi qui décide plutôt que d'être dans la situation de dépendre. Voilà. Écoute, si tu dois le faire, tu le fais. Bien sûr, c'était une conversation. Là, je le dis facilement, mais ça a été long. Ça a été des questions. Voilà, j'ai parlé aussi avec forcément ma femme parce que si ça nous concerne tous. Mes agents. J'ai parlé aussi avec mon mentor. Voilà, plein de choses qui sont autour de moi aussi pour conseiller parce que c'est une décision importante. Tu nous as pas appelé, nous. Tu aurais dit la même chose. Va jouer au basket, Gershon, régale-toi. T'imagines? Franchement. Mais même moi, tu vois, ça me faisait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont envoyé des messages derrière, qui étaient contents aussi pour Chicago. En plus, voilà, Chicago, je retombe dans un club mythique. Toi, tu fais que des grands clubs de l'Est. Voilà, les grandes franchises de l'Est. Sinon, tu joues pas, en fait. C'est pas ton intérêt, quoi. La dernière fois, ils ont mis une stat comme ça, justement, à la télé. Il y a quelqu'un qui a pris en photo qui m'a envoyé. Je suis le seul joueur à faire les 4 franchises comme ça. De la conférence Est. Les 4 grandes belles, quoi. Historiques. Incroyable. Même Chicago, l'arrivée, la salle d'entraînement, c'est ouf, quoi. C'est impressionnant. Et franchement, c'était très, très bien, Chicago. Du coup, du coup, là, tu vas être free agent. On attend le mois de juillet, mais il y a quand même des rumeurs qui circulent. Elles sont pas du côté des États-Unis, elles sont du côté de la France, puisqu'on entend ton nom circuler du côté de Lasvel. On sait que tu t'y étais relancé après les Celtics. On rappelle quand même que Lasvel a des très grands projets. Ils annoncent un budget à 50 millions d'euros avec Tipeee Coach. C'est un club que tu connais. C'est une option pour toi de retourner en Europe? En fait, je dirais jamais non. Mais là où il faut clarifier, c'est que moi aujourd'hui c'est la NBA d'abord. Pourquoi? Très simple. Si la NBA, j'y repars pas cet été, on va dire. Moi, je pense que ça va être fini. On est tous d'accord. Je pense pas que j'aurai une deuxième chance de pouvoir repartir. Voilà. Au bout d'un moment, je pense que si je repars pas, ça va être fini. Donc en fait, je me dis si la NBA c'est la dernière chance, je vais aller jusqu'au bout. Aller essayer ma chance. Le training camp, tout ça? Non, pas jusqu'à là. Pas jusqu'à là, non, mais pour comprendre. Mais parce qu'au bout d'un moment, si tu fais ça jusqu'au training camp, après tu sors et c'est quoi l'équipe que t'as? Tu vois, je vais pas aller signer à Dreux, tu vois, en dernier truc pour aller les aider, tu vois. C'est un beau projet pour monter en N2. J'ai entendu en plus, là, mais ils sont même plus loin que la N3 maintenant. C'est vrai? Ils sont descendus, ouais. Mais voilà, donc en fait, je peux pas attendre jusqu'à là. Mais moi, je me suis dit, si c'est la NBA, faut foncer, faut aller jusqu'au bout, tu vois. Et cet été là, je pense qu'il y aura beaucoup de changements au niveau des équipes. Je pense que là il y a une vraie opportunité aussi d'avoir quelque chose. Donc je me dis voilà, on va essayer d'abord, on va voir ce que ça donne. Et t'as l'impression d'avoir montré ton vrai visage du coup, celui que t'avais montré à Philadelphie sur cette deuxième partie de saison avec Chicago? T'es satisfait de ton passage à Chicago? Ouais, j'aurais pu être mieux, tu vois. Vraiment, mais dans quel sens mieux, tu veux dire quoi? Parce que à Philly t'es à 11-5, là t'es encore à 10,5 rebonds encore une fois, t'es à peu près dans les mêmes eaux sur plus de 25 matchs. Ouais, mais j'aurais pu faire de mieux, tu vois. En fait, je trouvais que il y avait certaines situations, des trucs que j'aurais pu faire mieux au niveau un peu du scoring, de la concentration et tout. C'est qu'en fait mon rythme, en fait, quand j'ai repris en fait en deuxième partie de saison, de reprendre bien le rythme, en fait, c'était un peu compliqué. T'as commencé très fort, on s'en souvient. Après, t'as un peu plus galéré. Exactement. T'as eu le contre-coup, en fait. En fait, comme un joueur blessé, un peu. Je me dis, en fait, à cette période-là, c'est là que j'aurais dû peut-être pousser un peu plus. Mais pourtant, j'ai fait les choses. J'ai ramené un traîneur basket avec moi, Benoît Gomis, qui était venu à Chicago. Donc, vraiment, j'essaie de tout faire pour être
le meilleur possible parce que je savais à quel point ça allait être important, sachant que j'allais rentrer dans la Free Agency, qu'il fallait montrer un autre visage, qu'il fallait montrer que je peux jouer, que je suis là. Et je pense que dans le pari, normalement, j'ai réussi. Dans tous les cas, moi, j'étais content parce que j'ai pu jouer justement la deuxième partie, prendre du plaisir. Et c'est surtout ça qui était important. Et là, donc tu es à Chicago, enfin tu étais à Chicago toujours sous contrat jusqu'au 30 juin. Il y a eu table rase à Chicago. Ouais. Voilà, c'était annoncé, etc. Il y a évidemment un nouveau un nouveau président des opérations basket qui vient nouveau GM qui vient d'Atlanta. Billy Donovan part. Est-ce que dans tout ça, peut-être, c'est une opportunité qui s'ouvre pour toi? Franchement, j'espère. Hein. J'espère si c'est ça qu'ils ont en tête et qu'ils essaient de faire un projet dont je fais partie, je serais content. Attention, moi, Chicago, c'est une ville qui m'a beaucoup surpris. Franchement, j'aime vraiment bien Chicago. C'est grand, c'est propre, les gens sont gentils. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc franchement, j'aime bien la ville de Chicago. Même eux, ils étaient plutôt contents de moi aussi, que ce soit le club ou même les fans, tu vois. Beaucoup me disent ouais, on veut que tu restes, on espère que tu re-signes. Donc franchement, si Chicago ils me font une proposition, ouais. Franchement, toi, tu privilégies quand même de rester dans cette franchise-là que tu as connue depuis 6 mois, un petit peu moins, de rester d'avoir un peu de continuité aussi plutôt que de retrouver une nouvelle franchise. Bah franchement, parce qu'en plus il y a même des gars qui sont déjà là-bas aussi qui vont rester, avec qui on s'entend super bien. Il y a aussi mon gars Noah. Bah oui, on a dit à Noah quand même. Donc voilà, même lui, on en parlait, il kifferait. Il arrête pas de me dire tout le temps, bon c'est comment là, tu signes à Chicago ou pas? Donc je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Voilà, je me suis déjà entendu avec les gars là-bas, même les assistants qui sont là, tout le monde. Donc on a une petite connexion, on va dire. Donc si je repartirais, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Mais bon après. La NBA, c'est un grand business, il y a beaucoup de choses, donc on ne sait pas. On va voir comment ça va être, mais en tout cas, je dirais pas cette équipe-là non ou quoi. Donc vraiment, c'est une question d'opportunité. Tu dis que la NBA, c'est un grand business et bingo, puisque la NBA veut se développer en Europe notamment. Quel regard tu as justement sur cette annonce, sur ce grand projet monumental qu'est la NBA Europe? Franchement, on en a parlé toute l'année avec les gars à New York. Parce qu'en fait, on se dit, bon, le projet, je pense qu'il va être big. Surtout sur les premières années, pour que le projet marche, c'est là qu'ils vont pousser, on va dire. Donc, tu sais, moi, je me dis, mais tes jeunes joueurs ou tes joueurs européens en NBA, si on va dire ça se passe pas trop bien pour toi, que t'as pas vraiment ce que tu veux, les minutes ou quoi, ça va être incroyable. T'es en NBA en Europe. Ça veut dire que là, en plus, on a entendu les villes dans lesquelles ils veulent faire. Moi, je sais pas, je regarde, il y en a, t'imagines Paris? Tu joues à Paris en NBA, en Europe, mais c'est une folie. Donc en fait le projet, c'est clair qu'il donne envie. Avec des villes comme Londres où ça, on s'est toujours dit, pourquoi il n'y a pas d'équipe de basket là-bas ou quoi. Je pense que le projet va être fou. Et je pense qu'en tant que joueur européen, bien sûr que c'est intéressant, bien sûr. Tu peux nous dire un petit mot sur la saison de Noah qu'on a peu vu sur les parquets, comment tu l'as senti au quotidien? Finalement, on a très peu d'infos sur Noah Esanguet. Ouais, non, ça se passe plutôt bien. Il était en train de revenir de sa blessure qu'il avait, parce qu'il avait fait l'opération, je crois, à son épaule. Donc, il revenait de ça tranquillement. Il n'avait pas pris de contact encore avec nous quand j'étais là-bas. Il allait reprendre à la fin, je crois que dans pas longtemps d'ailleurs. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et il va bientôt reprendre le full contact et en même temps il va faire la Summer League. C'est Jean-Claude Van Damme ou il va faire un grand écart entre deux camtars. Attention, vous n'êtes pas prêts. Non mais ouais, non, bien. Moi je l'aime bien, il est concentré, il bosse. Je m'en souviens de lui aussi quand il a fait sa Summer League. Tout le monde parlait du dunk qu'il avait pris pendant le match, mais pendant le match il a quand même mis la photo surtout ou 20 points, il avait quand même fait, tu vois. Donc bien sûr. Je pense que c'est un bon joueur et qu'il va vraiment bien se développer. Franchement, j'étais content. Et il m'avait donné un coup de vieux parce qu'il m'a appris qu'il a joué avec mon petit frère au pôle. Quand il m'a dit ça m'a mis une gifle. Je me suis dit, mais je l'ai regardé, je lui ai dit, mais t'as quel âge? Et il m'a dit son âge. Je me suis dit, c'est pas possible, vos générations à vous, c'est plus possible, sérieux. Mais vraiment, je pense que c'est un joueur quand on veut, quand on a envie d'apprendre et ça va être un très bon joueur, je pense. Guillaume, j'ai envie qu'on parle un petit peu des finales NBA. On est en plein dedans. Les Knicks, donc, ont réussi leur pari de retrouver les finales NBA. C'était le but de cette année. On précise évidemment qu'il y a 2-0 au moment où on tourne. Donc oui, si vendredi les Knicks sont champions, on peut pas en parler tout de suite. Exactement. Voilà. C'est important de le dire. Toi, tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure en substance, t'as senti qu'il y avait une âme dans cette équipe-là. Ça te surprend, cette espèce de parcours magique qu'ils ont historique qu'ils ont en playoff pour le moment, avec leurs 13 victoires d'affilée au moment où on enregistre. Oui, parce que j'étais dans l'équipe. Et comme toute équipe, il y a des hauts, il y a des bas. Et on a eu une période aussi qui était très compliquée. On enchaînait les défaites, c'était ouf.
Et justement, on va dire le match, où c'était, fallait se réveiller, on est tombé contre Utah justement. Et c'est ce match-là, je crois qu'on fait le record là où c'est la première fois que dans un carton, il y a une équipe qui n'est pas marquée pendant les, je sais pas combien de minutes. Là, on avait fait 20-2 ou 20-0, je sais plus. Et du coup, c'était assez incroyable. On avait gagné ce match-là de 40 points, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ça nous a un peu réveillés aussi, ça nous a tourné. Mais ouais, c'est une équipe de bosseurs. C'est une équipe de gars qui ont déjà été là, justement, dans la finale NBA. Donc en fait ils en veulent. On a un gars comme Jalen Brunson qui est très important pour l'équipe, qui a vraiment son beau rôle de gars qui aime bien rigoler, déconner, mais qui est sérieux en même temps aussi. Et ça pousse, tu vois. Donc on le suit, hein. On a vu le match contre Cleveland, le match 1, il faut un grand Brunson aussi, hein. Et après derrière les gars ils suivent, et quand lui après il attaque et qu'il fait les passes, ils sont prêts, tu vois. Donc franchement c'est une équipe que je voyais justement avec la niaque, avec cette âme combative en fait qu'ils avaient, que moi, qui m'avait donné la raison de pouvoir signer là-bas, ça c'est clair. Mais alors, j'ai envie qu'on aille parler un petit peu basket. Moi, on a l'impression, c'est ce que tous les observateurs américains et français disent, c'est que la manière dont ils ont joué en play-off, avec cette espèce d'utilisation de Karl Anthony Towns, un peu à la Draymond Green, où on a mis sa qualité de passe beaucoup plus en avant, ça a changé aussi un petit peu ce jeu d'attaque qui était parfois trop prévisible, c'est ce que j'aime à dire. Toi, quand tu étais là, c'était pas ça, c'était toujours ce basket un peu dur, à la serre, beaucoup de Jalen Brunson, beaucoup de dribbles. Comment t'expliques ce changement-là autour de Karl Anthony Towns notamment, qui a amené justement ce jeu fluide, ce qui est fou quand on parle des Knicks? Honnêtement, je pourrais pas trop bien vous expliquer, parce que j'étais pas forcément là pour voir un peu comment ça s'est passé, s'il y a eu des conversations, des choses comme ça. Tu l'as vu ce changement toi à la télé quand tu regardais leur match? Moi je vois exactement ce que toi tu veux dire, c'est qu'en fait, pour pouvoir bien parler sans dire une mauvaise chose, tu vois, c'est plus état d'esprit aussi en fait. Il faut voir et comprendre. Il y a des fois en fait les joueurs dans l'équipe, même si on a chacun nos rôles, il y a une seule balle, tu vois. Donc des fois on peut voir un peu de là, lui, ok, un peu frustré, lui il a pas la balle, et une fois que ces comportements-là justement ils sont enlevés et qu'on comprend que vas-y, on va faire des passes, là directement le basket il change en fait. C'est qu'en fait nous on avait une équipe du début, si on jouait un peu à l'européenne, où tu vois on bouge un peu la balle type Madrid, mais New York ils auraient fini premier, tu vois ce que je veux dire. Donc le jeu un peu prévisible que tu disais, on le voyait aussi, et au bout d'un moment les équipes ils sont déjà en train d'anticiper tes mouvements, ils te mettent déjà là-bas, ils savent comment faire, défendre et attaquer, et après à ce moment-là on a enchaîné plein de défaites qu'on avait eues. Au début d'année on n'arrivait pas à battre Orlando, on n'arrivait pas à battre Miami, on n'arrivait pas à battre Boston. Et toutes ces équipes-là, tu les regardes, tu dis, mais ça, c'est les gars côté Est, hein, qu'on va jouer en play-off, donc comment on va faire? Donc il fallait trouver des solutions, hein. Même Détroit pendant l'année. Vous avez pris une belle doudoune là-bas. Là-bas, et deux fois. Les deux matchs là-bas, on a pris 30 et 30, je crois, ou 30 et 34. Ils sont venus après au Garden. Moi, j'étais plus là, mais ils sont arrivés, je crois. C'est là où Kate Cunningham, il fait son triple-double, je crois. Il a mis des dunks et tout là. Et là, je me suis dit, mais quand ils vont tomber contre Détroit, ça va être chaud. Et au final, le parcours de playoff aussi, ça aide, hein, de commencer, parce qu'il y a des questions qu'on avait qu'on n'aurait jamais su, tu vois. Mais je te dis, au tout début, comment on jouait, comment on faisait, ça allait pas. Donc il fallait changer. Est-ce que, parce que tu sais, quand Mike Brown est arrivé, même à Abu Dhabi, il y avait cette rumeur qui disait Mike Brown va apporter un peu de mouvement en attaque. Et c'est vrai que les entraînements disaient qu'il y avait un peu plus de passes, entre guillemets. Ouais. Est-ce que c'est le travail peut-être de la saison qui a permis sur les Chris Cross, à l'échauffement. Il vaut mieux faire des passes, sinon c'est un drôle d'exercice. Mais est-ce que c'est ce travail peut-être, tu vois, qui a commencé en début de saison, qui a cliqué en play-off? Ta réponse là, je sens que ça va être non, hein, je te rassure. En fait, oui, parce qu'en fait, quand même, il y a des choses qu'on bosse souvent à l'entraînement, sur le jeu, justement, sur les systèmes où on sait ça, on peut faire ça, tu vois, il y a le mouvement de passe là ou quoi. Mais comme je dis, c'est aussi des joueurs aussi à eux d'y mettre de leur sien, parce que on peut faire tous les drills de passe qu'on veut. Si j'arrive en match et que je me dis, vas-y, j'ai la balle et que je fais ça, au final, le drill, il sert à rien, quoi. Donc, faut que tout le monde y mette du sien. Ok. Et donc du coup, j'ai une question. Pardon, j'étais ailleurs. Est-ce que si les Knicks sont champions, tu es champion NBA officiellement? On sait que Jérémy Sohan, par exemple, quoi qu'il arrive, il sera champion. On se souvient du cas de Varejao. Ouais. Toi, tu as fait plus de la moitié de la saison avec les Knicks. Ouais. Est-ce que tu seras considéré comme champion? Je crois. Je sais pas. On parlait de la bague. Je crois que la bague, c'est les... En plus, j'ai su ça quand je suis allé les voir contre Cleveland, justement. Parce qu'il y avait un fan à côté qui m'a dit... là, si on gagne, t'as une bague. Je lui dis, bah non, pourquoi? Je suis parti, moi je suis tradé. Non, vu que t'étais là, il m'expliquait le truc, je comprenais pas. Et directement après le match, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, ah ouais, là tu vas avoir la bague, c'est sûr et tout.
Et là, je comprends toujours pas. Je demande à mon agent, il m'a dit, ah ouais, s'il gagne, je crois que t'auras une bague et tout. Enfin, c'est l'équipe qui décide ou quoi. J'ai dit, ah, ok, bon, j'étais pas au courant. Bague, après, ça fait toujours, ça fait toujours beau, là, dans la petite vitrine. Mais après, moi, est-ce que j'irais dire à tout le monde, je suis champion NBA? Non. On va pas se mentir. Moi, je pense que les trucs comme ça se gagne, tu vois, ça se vit. Champion NBA de la NBA Cup, oui. Ça, tu l'es. Ça, je le suis, oui. J'ai pas joué, il n'y a pas de problème. Là, j'étais avec l'équipe. Non, c'était. C'est un chèque de 500 000, ça, on sait. Ouais. C'est du bien, celui-là. T'as pas tout perdu à New York. Non, c'est tombé le jour de mon anniversaire. Mais oui, voilà. J'étais à Vegas, 500 000. Ouais, t'inquiète. Il t'en reste plus que 280. Ça a bien se passer. Euro, par contre. Euro. Juste euro. Mais ouais, non, on a eu des médailles. Et non, franchement, ça, oui. Parce que là, tu vois, j'étais là dans le groupe, j'ai vécu le truc, tu sais, c'est les émotions aussi, tu regardes, t'encourages et tout, c'est différent. Là, j'ai été tradé, je les regarde, attention, c'est mes gars, hein, je les aime vraiment bien et tout, et je les soutiens, j'espère qu'ils vont gagner. Mais ouais, j'irai pas dire à tout le monde, je suis champion NBA, tu vois, ça compte pas. Parlons un petit peu des Spurs et de Victor, ton coéquipier. On se souvient du match contre eux, t'étais en direct avec Victor. En équipe pas simple ce match, Guerchin, pas simple celui-là. Dans les hanches, hein, t'étais allé chercher dans les hanches. Pas simple, le Chicago San Antonio là. Wow. J'ai essayé de le pousser, il était juste en... En fait, Victor, c'est une énigme, ce gars. Il est encore tellement loin de son prime. Le gars progresse chaque été, quoi. Tu t'arrives, tu le rejoues et il te fait encore un nouveau truc. Quand tu penses le connaître et tout, il y a un nouveau truc. Donc en fait, c'est assez impressionnant parce que même de la façon dont je le poussais, quand on s'entraînait ensemble, les JO, l'année dernière avec Philly, là je le poussais, tu vois, tu sens déjà que il se laisse moins pousser ou quoi. Et maintenant, en fait, de comment il va prendre ses positions de balle, il arrive à jouer autour de ça, en fait. Il sait qu'on va le pousser, c'est que les gens vont être durs, qu'ils vont faire beaucoup. Donc il arrive à jouer autour de ça. Et c'est là il devient juste trop fort. Là. Il devient presque un joueur, même en attaque, ses décisions et tout. Tu vois qu'il a encore pris un palier, même au niveau de l'intelligence du jeu, c'est assez ouf. Et là, quand on les avait joués là, en plus, c'est une période où moi, là, j'ai repris avec Chicago, je commence à jouer beaucoup, je suis un peu fatigué. Je me dis, putain, faut aller jouer Victor encore. Je le poussais, à un moment donné, je l'ai poussé, il a mis sa main sur mon épaule, il a pris, il a dunké, j'étais en dessous. Et il y avait l'arbitre. Elle m'a regardé, je lui disais... il n'a pas le droit de s'appuyer sur moi, il est déjà grave grand, faut lui donner ses fautes là et tout. J'essaie de me battre avec elle. Elle me regarde, elle me dit non, il n'y a rien. Et je me dire, ouais, en vrai, il n'y a pas faute. Je suis fatigué, j'en peux plus. Il me fait courir depuis tout à l'heure, donnez-lui des fautes. Mais ouais, non, il avait été, je crois qu'au premier quart-temps, il était déjà en double-double et tout. Enfin, c'est assez fou, mais... T'es surpris, mine de rien, de son évolution. On dit toujours que la post-season, c'est un game différent. Ouais. Là, il nous sort un run, quel que soit le résultat de la finale, exceptionnel. Pas surpris parce qu'il bosse. En fait, quand t'es avec lui, tu te rends compte qu'il bosse, il veut être meilleur. Tu vois, ça se voit. Quand il gagne, par exemple, la dernière fois, ils ont gagné contre Casey, tu le vois, il pleure, il fait ça parce qu'il est émotif, parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Vraiment, je lui souhaite encore de vraiment réussir. Et bon, là, s'il gagne, franchement, je lui souhaite aussi de gagner. Je serais très content pour lui. Ça serait ouf. Mais, il travaille pour ça. Il travaille pour ça. T'es surpris de le voir en difficulté dans son match-up avec Karl Anthony Towns, justement, que t'as bien connu aussi? Non, parce que Karl Anthony Towns aussi, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais Karl Anthony, c'est 4, quoi. Il est fort, attention. Il a un talent offensif qui est ouf. Donc, ça, on vraiment, le savait, mais là, moi, je savais pas qu'il pouvait défendre comme ça. Tu sais, il a toujours eu cette réputation un peu d'être soft. Là, il fait des trucs. Sur les pas latéraux, dans le charbon et tout. Là, pour le coup, il y a des surprises un peu. C'est comme tout le monde. Au bout d'un moment, il y a des joueurs qui se rendent compte qu'il faut sortir de sa zone de confort. Là, c'est les playoffs. Là, c'est la finale. Là, il nous reste 4 matchs. Là, c'est maintenant, tu vois. Donc, t'as tous ces trucs-là aussi, tu vois. Donc ça, forcément, ça rajoute. Ils sont motivés. Hein. Moi, je sais, je suis resté dans le groupe chat. T'es pas sorti? T'es là? Je suis là. Notre espion, tout écouter, tout voir, je suis là. Je sais tout ce qui se passe. Mais non, je rigole. Mais vraiment... Tu sens une autre motivation, un autre truc et félicitations à lui parce qu'au final ça marche. Hein. Depuis le début, nous quand on lui disait justement au début d'année sur des petits trucs, il réalisait pas forcément. Il a eu une prise de conscience. Je pense. Parce que ça se voit. C'est ça que j'allais dire. Les playoffs qu'il fait et encore plus les 2 premiers matchs de finale NBA qu'il fait. Ouais. En fait, il ferme les bouches à toutes les critiques qu'il y a eu et qui étaient justifiées. Bien sûr, les critiques étaient justifiées, c'était pas de la gratuité. Moi, j'ai toujours bien aimé Karl Anthony Towns, je me disais un peu soft, un peu gentil. Là,
ce qu'il fait au meilleur des moments final NBA, bravo, chapeau. On en revient aussi, tu sais, à l'âge et au fait que les grands, la maturité, je sais pas si ce serait une tendance pour la suite de sa carrière, ce niveau-là. En tout cas, il aura un run de playoff exceptionnel, tu vois. On l'a dit pour DeAndre Ayton, hein, qui s'est jamais remis de sa finale avec Phoenix. Peut-être que Towns sera la même chose. En attendant, là, c'est vrai qu'il a un niveau magnifique. Hein. Ayton, je le connais pas personnellement. Je dirais de ce que j'ai pu entendre plus ou moins. Bon, je sais pas. Je pense pas qu'il bosse autant que Kat aussi, tu vois. Parce que Kat, c'est quand même quelqu'un qui bosse aussi. Hein, moi, il bosse beaucoup son look, apparemment. DeAndre Ayton. Ouais, c'est plutôt, tu vois, profil de gauche, comme ça, beau gosse. Asos. Ils vont le signer l'année prochaine, la franchise Asos. Mais Kat, moi, parce que j'étais avec lui tout le temps sur le début d'année, avant les entraînements, on s'entraînait ensemble, on faisait des travails indiv ensemble, donc on bossait vraiment sur les shoots à fond, les 3 points, shoot après dribble, dans les positions. Dur à battre au concours de 3 points, 4. En fait, c'était pas des concours, on était ensemble. Par exemple, on doit mettre, je dis une bêtise, 15, tac, ensemble et tout, donc, mais on balançait, hein, lui comme moi, forcément. Mais après, tu vois, les post-up, les situations comme ça et tout, donc c'est quelqu'un qui bosse aussi, tu vois. Je sais que, pas des appréhensions, mais tu sais, moi, avant de le connaître un peu, je regardais aussi un peu, quand t'écoutes un peu de ce que tous les médias et tout, tu vois un peu, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Le gars, attention, quand t'arrives, hyper gentil, respectueux, tu sais, vraiment rien à voir, tu vois. Donc, vraiment cool. C'est pour ça que j'étais surpris aussi de cette équipe de New York, mais on avait une équipe vraiment de bons gars. Est-ce qu'il y a des leaders qu'on soupçonne pas dans le groupe? Évidemment, Brunson et Kat, ok, mais tu vois, des mecs par la parole. Michael Bridges, ok. Lui, je l'aime bien parce que c'est un bon leader dans le bon sens, où il essaie d'être un peu la glu. On est tous jeunes, tu vois, mais vraiment avec les jeunes aussi qui jouent pas, essayer de leur dire de rester concentrés, de rester dans le truc, on sait jamais l'opportunité. Ouais, tu vois, c'est le bon vet, on va dire, entre guillemets. Qui est déjà vet, lui. Qui est gentil. Je crois qu'il a mon âge, non? Ouais, aussi, je pense, ouais. Donc, ouais, dans ce sens-là, forcément aussi un peu Josh Hart. OG un peu moins. Pas un peu moins, genre. C'est un taiseux, un peu, on dit. C'est ça que je voulais dire. Je veux pas dire, genre, c'est pas un leader, mais il est un peu plus réservé. Voilà. Bon, disons, avec des stats qu'il fait, c'est un leader de terrain, au moins, déjà. Un leader par l'exemple, dans ce qu'il produit. Par exemple, lui, j'avais pas compris. Attends, il y avait une période où il se faisait critiquer de dingue. Je t'arrête de me dire, mais vous êtes fous. Même s'il fait 2, 3, 4, 5, 6, 10 matchs moyens, ça reste OG, les gars. Les gens, ils oublient que des fois, tu peux faire un mauvais match ou 2 mauvais matchs. Tu vois, on n'est pas surtout à New York. Exactement. Donc, après 2 matchs, tradez-le. Hein? Bienvenue à New York, ouais. Qu'est-ce que vous racontez? En plus, OG. Des prolongés chers, l'équipe. Ah oui, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme Michael Bridges aussi, il avait une période où c'était un peu plus relou pour lui. En plus, je comprends pas parce que je me dis, mais il joue dans votre équipe. Que vous supportez, que vous êtes là et tout. Aidez-le, les gars. C'est pas de dire de trader, de faire ça. Même le premier match, par exemple, contre Cleveland. Le deuxième match, pardon, où même il gagne et tout. Il y a 2-3 petits trucs qui font mal. Il y a un gars qui shoot 1 fois, 2 fois, sors-le du terrain, il est nul. Tu sais, t'entends des trucs, tu te dis, mais oh les gars. Et après, il met le 3e. I told you. Tu vois, ça change comme ça, mais en fait, c'est qu'ils sont passionnés, ils sont tellement dans le truc. Mais là, d'aller chercher un titre, ça va tout changer sur la réputation des uns et des autres, c'est normal. Je me suis dit ça. Moi, je me suis dit, en fait, s'ils gagnent, c'est bien, parce que je pense que ça changera un peu aussi les. Mais 50 ans qu'ils attendent ça, les mecs, 50 ans. Bah oui. Parce que ça, vous le vivez mal, ça, vous, entre joueurs, vous en parlez, genre que les fans des Knicks, parfois, ils abusent, tu vois. Julius Randle avait très mal vécu. Absolument. En fait, non, parce que tu sais que moi, je savais avant d'y aller que ça allait être, tu sais, les fans des Knicks, tu les t'entends et tu vois, comme les fans de Philly aussi, comme les fans de Boston, comme tu le sais plus ou moins que, ok. Mais ça te gêne si tu veux que ça te gêne. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais pas attention, tu fais pas attention. En vrai, tu calcules pas. Les commentaires, les trucs et tout, t'as pas besoin de regarder. Les réseaux, tu coupes, tu poses ton téléphone, t'entends pas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, quand tu vas à la salle, les gens, ils sont quand même relativement contents de te voir. Ils sont contents de, c'est un joueur des Knicks quand même. Donc, même si, en fait, ils peuvent avoir cet esprit critiqueur, ils vont respecter. Tu vois, c'est pas facile d'être là, d'arriver là, avec les médias et tout. Donc, ça fait partie du jeu, hein, quand tu joues à New York. J'aimerais qu'on ouvre la page. Avant ça, j'ai une question à poser. Alors, peut-être un peu touchy, tu me dis ce que t'en penses, mais il s'est passé un truc dans la fin de saison à Chicago, c'est Jaden Ivey qui est arrivé de Détroit et qui, après un live TikTok ou Insta, je sais plus, avec des propos catastrophiques, s'est fait ni plus ni moins que couper de la franchise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a été vécu dans le vestiaire? En vrai, en fait, parce qu'il n'était pas avec nous en déplacement. Donc quand ça arrivait, le premier gars qui a dit, hey les gars, vous avez vu ce qui s'est passé? C'est le groupe chat, tu vois, de Chicago, donc il a envoyé tac et tout, on regarde.
surpris un peu, tu vois. Moi, en fait, on n'a pas parlé tant, lui et moi. On a parlé un tout petit peu. Bah, c'est quelqu'un qui est très religieux. Pieux. Voilà, vraiment. Donc il est vraiment dans ça et tout. Après, voilà. Ce sujet-là, j'en parle jamais beaucoup, même avec les gens autour de moi, parce que comme tu dis, c'est des sujets qui sont un peu touchy, où tu sais pas quoi dire, quoi faire ou quoi. Moi, de ce que je peux dire, c'est que le gars, il est pas méchant. Déjà, ça c'est sûr, c'est pas un mauvais gars, c'est pas un truc quoi. Il est arrivé, je pense qu'il a eu aussi des trucs dans sa vie, parce qu'au final, il y a des trucs qui sont remontés. Il a eu des traumas, des choses qui sont passées dans sa vie. Il est entré dans la religion, ça l'a aidé. Donc après, peut-être qu'il est trop dedans, oui ou non. Moi, après, je peux pas juger. Comme non, bien sûr. Je sais rien. C'est pour ça que je te demandais comment ça a été vécu dans le vestiaire, puisque tu as un avis là-dessus. On avait aussi, au-delà de ces croyances extrêmes, au final, et ça ouvre surtout le spectre de parfois la dépression des joueurs en NBA. On sentait un mec quand même qui était à bout, alors que tu te dis, t'es joueur NBA, t'es un talentueux, en plus, je vais le dire à Détroit. Et c'est ça aussi le prolongement de notre question, c'est la dépression parfois des joueurs NBA, alors que de notre prisme, vous avez la plus belle vie du monde. Non, il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est tellement dur la NBA, c'est difficile. Une saison, par exemple, comme la mienne, où t'as 30 ans, t'arrives, tu jouais l'année dernière, t'arrives dans une équipe où tu joues pas. Une situation comme ça, si t'es pas un peu plus fort mentalement, ça peut te bousiller, tu peux devenir dingue. Parce que t'auras pas la réponse à tes questions de pourquoi tu joues pas, ou qu'est-ce que t'as fait de mauvais. Tu t'entraînes comme tout le monde, tu joues et tout, mais t'as pas de chance, t'as pas d'opportunité. La NBA, qu'est-ce que ça peut être aussi la pression de la famille, où faut que tu payes beaucoup de choses, faut que tu fasses ça, on demande de l'argent à gauche à droite, ça peut être les amis, peut y avoir un truc avec une copine ou une fille ou quelque chose qui se passe, et t'es aussi des histoires comme ça. En fait, il y a tellement de trucs, parce qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu joues à NBA, t'es au plus haut niveau du basket. C'est le dernier stage, tu vois, donc il y a des bienfaits, et il y a aussi des trucs qui arrivent tu vois, que tu peux pas contrôler ou tu as du mal à gérer. Et ça fait partie de tous les problèmes de la dépression, justement, des choses comme ça. J'en parlais aussi avec des plus jeunes, parce qu'il y avait Rob Dillingham dans mon équipe, il y avait Lenny Leonard de Minnesota aussi. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est des gars qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, et bon, ils respectaient, on va dire, ma carrière sur ce que j'ai fait. Donc, tu sais, des fois, ils me posaient un peu des questions, ils voulaient savoir des trucs. Et moi, je parlais à Rob, justement, je lui disais, tu vois, sur ça et tout, essaie de jouer à ce moment-là, parce que lui, en fait, ça se voit qu'il était à Minnesota, il a pas joué. Et là, il veut. C'est Leonard Miller dont tu parles. Ah non, Rob Dillingham, oui, ok. Ouais. Oui, Leonard Miller, tout à l'heure, ok. Et je parlais de Leonard Miller, mais on l'appelait Lenny, c'est pour ça. Lui, quand on parlait, justement, je lui disais, écoute, il y a un truc aussi qu'on n'en parle pas assez. Tous les joueurs que tu vois en NBA, à un moment donné, dans leur vie, ou même des basketteurs, ils ont été le gars, à un moment donné. Que ça soit jeune, que ça soit là aujourd'hui, que ça soit... À un moment donné, t'as été dans une équipe, dans une situation où t'es le gars. Il m'a dit, ouais, moi, parce que lui, c'était la... On parle de superstar du lycée, là, même les deux, hein, mais parce que là, Rob, c'était censé être voilà, le nouveau Jamorant, on va dire ça comme ça. On l'imaginait aux Spurs à la place de Stephen Castle, on pensait que les Spurs allaient le drafter avant Stephen Castle. Ils ont eu le nez creux. Donc tu vois, je lui dis ça. Il me dit, ouais, c'est vrai. Je lui dis, bah oui. Et le problème, c'est quand t'arrives, on te dit oui à tout, on te fait ça, ouais, t'as tout qui est ouvert à toi. T'arrives en NBA, tu tombes dans une équipe, tu joues pas. 0 minute. Toi, en tant que compétiteur, ça te brise. Quand t'arrives, t'es jeune, avec plein de rêves et tout, tu sais pas ce qu'est la NBA. Les premiers matchs où tu joues pas, ça pique. Donc, il y a ça à prendre en compte. Mentalement, faut que tu sois fort, faut que t'aies des gens qui te parlent et qui te conseillent. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'es entouré de gens qui vont dans ton sens. Par exemple, tu vas sortir d'un match, que t'es bien joué ou mal joué, au lieu que quelqu'un te conseille en disant des trucs positifs sur ça ou quoi, ils vont arriver en rajouter une couche. Ouais, pourquoi tu joues pas? C'est n'importe quoi, c'est toi le meilleur. J'aime pas lui dans ton équipe. Mais quand tu rajoutes ça et que moi je l'entends, il y a des fois où ça va tourner. Et après, moi, je vais devenir ce mauvais gars-là, on va dire, tu vois. Donc, les conseils ou les gens dans ton entourage, c'est super important. Donc, moi, je disais, en fait, c'est tellement dur mentalement que quand tu arrives et tu joues pas comme ça, il faut rester calme tout le temps, ça va arriver. Tu vois, je dis, force pas les choses, même quand tu joues sur le terrain, laisse les choses venir à toi, parce que dans le système de comment ça se passe, ça se voit que tu étais à Minnesota et que tu jouais pas, et que là tu veux jouer et que les gens vont dire, ah, il a faim, il veut prendre, tu vois. Donc on avait des conversations comme ça assez souvent, et je dis, en fait, c'est compliqué, hein, la dépression et tout ça, ça fait partie de tout ce truc-là, en fait. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte en NBA. Intéressant. Du coup, je voulais ouvrir la page équipe de France. On aurait eu tort de ne pas faire cette séquence qui est magnifique, tu nous as régalé. Ouais. Et bon, Gersh, on s'est pas quitté copain en Lettonie. Hein.
On sait pas avec cette défaite, non mais pas nous. Je voulais partir en vacances en Géorgie, mais j'ai pas pu derrière. C'est terrible. On s'est pas quitté. C'est terrible. On s'est pas quitté copain avec l'équipe de France, avec cet Euro où vous sortez en 8e de finale, où tu avais ce rôle de capitaine qui a été nouveau pour toi. On en avait parlé avec Steph sur Ramson, on avait fait une interview où justement tu avais été capitaine et on a l'impression que tu as pris ce rôle très à cœur, comme tu es, et qu'en même temps, ça a un petit peu influencé aussi sur ton jeu avant que tu arrives à te libérer un petit peu plus sur la fin. Ouais. En fait, c'est... Pour venir à ça, parce que quand j'ai sorti de la compète, forcément très 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 déçu, et les premières conversations que j'avais eues, même avec Benoît d'ailleurs, et d'autres amis. Je parle avec beaucoup de joueurs, Benoît. Ouais, j'aurais dit, en fait c'est moi, je suis un ouf. J'ai dit non, je suis un ouf parce que, en fait le groupe était tellement bien que je trouvais que j'avais pas besoin de forcé en attaque. Je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, on a fait une prépa où on a gagné tous nos matchs, mais on a eu des difficultés en plus, donc on a vu quand même sur le quoi ça s'appuyait. Et je me suis dit, là, en fait, quand on passe la balle et qu'on est là, qu'on marque, parce qu'en fait, notre problème, en fait, qu'on a eu en Lettonie, quand on a joué la Géorgie, je crois que c'était notre match où on était les plus maladroits. Il y a ça aussi à prendre en compte, parce que je pense qu'il y a quelques 3 points qu'on passe quand même, en fait, tu vois. Même si on fait pas un beau match, on passe. Mais on a tellement tout raté et dans les matchs d'avant, en fait, là où on se faisait des passes, on arrivait à en mettre quelques-uns. Donc en fait, ça allait. Et par exemple, moi, sur le post-up, je les voyais arriver. Donc en fait, moi, je suis pas un crevard du ballon, donc j'arrive, forcément, je vois, ils arrivent, ils sont 2, c'est simple, passe, c'est quelqu'un qui est ouvert. Et le truc où, quand je disais que j'étais un ouf, c'est qu'en fait, du coup, j'ai perdu mon agressivité. Et j'étais plus agressif. Et les équipes, en fait, elles commençaient à voir un peu, si on lui fait la petite trappe, on est tranquille. Lui, son match, il va faire des passes, on va faire sur les autres, et voilà. Et là où je disais j'étais un ouf, c'est qu'en fait, j'aurais dû forcer, en fait, enfin, forcer sans dire forcer, mais être un peu plus agressif, c'est même de provoquer des fautes pour justement casser cette prise à 2. Pour qu'ensuite, nous, on peut jouer tranquillement derrière. Et la réaction, en fait, qu'on a, où ça commence, c'est parce que bon, moi je fais l'Euro qui est, on va dire, tranquille. On arrive où Sylvain il fait sa grosse performance où il met les 30 points. Il se passe ce qui se passe avec Lucas. Et là, ça a créé le gros problème. Et moi, ce qui me rend dingue dans cette situation, c'est qu'il y a des fans français, des supporters français qui critiquent Sylvain. T'aimes pas ce qu'il a fait, ok, mais il n'y a pas besoin d'aller dire partout, de critiquer de ça. À la rigueur, tu vois, parce que c'est ton équipe que tu supportes déjà de 1. De 2, c'est pas la NBA. Là, c'est les équipes de France. Chaque point compte. Chaque victoire, chaque chose compte. C'est pas la NBA où on vous manque pas de respect, on vous gagne de 20 points, on gagne, non, ça n'a rien à voir. Donc Lucas, lui, peut-être qu'ils lui ont dit, peut-être qu'ils lui ont pas dit, il marche comme ça vers le banc, ils lui font signe d'un truc, et lui, il arrive, il veut serrer la main. Normalement, déjà, c'est celui-là qui a la balle, qui vient, qui décide de se mettre au côté, qui serre la main. C'est comme ça. Tant que moi, je te serre pas la main, techniquement, je joue. Et lui, il est là en mode de détente, flemme de défendre, il va, il serre la main et tout, tu vois. Donc, et le problème, en fait, c'est pas contre Sylvain. Parce que Sylvain, en fait, lui, il entend que ça crie sur le banc, donc il se retourne. Et eux, ils lui font signe, en fait, pas les joueurs, mais le staff, tout le monde, en fait, parce que nous, on regardait les points. Donc il fallait scorer. Donc il lui dit, non, on joue la dernière. Donc il est comme ça et tout, et même Sylvain, il lui dit, en fait, le problème, il aurait dû lui dire non, de pousser sa main et qu'il montre qu'il joue. Et c'est qu'en fait, il lui a serré la main, et après, quand ils ont dit ça, il a fait ça, il a dit, oh putain, donc lui, il est allé. Lui, il écoute ce qu'on lui dit. Puis bon, ça va vite, quoi, j'imagine, pour lui. Et puis quelque part, ce qui est rassurant chez Sylvain, c'est qu'il écoute son coach. Merci, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr, donc en fait, nous, on est là, on capte pas trop aussi, tu vois, donc il va, donc il met son lep, et moi, je suis là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé et tout, on voit tout le monde... Donc moi, j'avais pas vu. Donc après, je regarde le replay et je vois en fait qu'il met les up et en plus, ça se voit qu'il fait pas ça naturellement parce que tu vois qu'il se retourne. Sur la vidéo, tu vois, il se retourne et après, il y va. Même à la fin, quand il marque, il est pas serein. Bien sûr. C'est un entre-deux très bizarre. Parce qu'il se dit, putain, il m'a serré la main aussi, je suis allé marquer, mais tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a tout ce... Tu sais qu'il y a un truc là, juste sur ce moment-là, enfin, nous, on a vécu, évidemment, on a vécu ce moment. Ouais. Pour nous, c'était un épiphénomène total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence à un moment. Les Slovènes peuvent s'énerver autant qu'ils veulent. Franchement, entre nous, là, on disait toujours, mais en fait, on s'en fiche. Bah oui. Évidemment, quand sur les réseaux sociaux, les imbéciles sont sortis avec des trucs de singes et des machins, ça fout la haine. Mais moi, un an plus tard, je suis encore très surpris de l'impact que ce petit moment de merde dans le jeu a eu, finalement, sur Sylvain, très personnellement. Parce que derrière, on n'a jamais retrouvé Sylvain dans la compète. Moi, c'est pour ça que... Après, les gens, ils me disent, j'aime trop tweeter ou truc et tout, mais
moi, ça me rendait dingue, déjà en tant que coéquipier de Sylvain, en tant que capitaine de l'équipe, mais déjà en tant que pote avec lui. Mais comment, c'est quoi tout ça? Ça mérite pas ça. Non, cette action-là, vous allez être raciste, on va parler de trucs pour cette action. J'ai pas compris. Donc là, en fait, là, à ce moment-là, moi, je suis dans le truc où là, je pense même plus au basket, en fait. Vas-y, on. Ça veut dire qu'on a perdu quand tu dis ça aussi. Ouais, mais ça veut dire que là, on a perdu. Est-ce que dans ces moments-là, dans une compétition internationale, vous, les joueurs, vous devez pas vous couper complètement des réseaux, parce que quelque part, il y a pas de réseau, il y a pas les conséquences que ça a sur le mental de chacun d'entre vous. En fait, c'est possible. Mais en même temps, il y a aussi les médias. En fait, l'histoire, quoi qu'il, même si t'as pas les réseaux, tu vas l'entendre. On va te poser la question en conférence de presse. Parce que je suis pas au courant. Parce que c'est le truc en mode où ça a été le truc polémique. Donc en fait, moi. Mais ça a été un coup d'arrêt dans votre rôle, alors du coup. Parce que Sylvain, on le rappelle, et tu l'as dit, il sort son match référence en équipe de France. Il s'installe. Enfin, c'est genre, ça y est. Et en fait, il n'a pas le temps de célébrer, de le digérer, qu'il doit gérer une espèce de crise hors terrain. Moi, je peux pas parler pour Sylvain. Je sais pas si l'histoire elle a impacté ou pas. On l'attend, Sylvain. Je lui ai écrit, il m'a pas répondu par texto. Il est en pleine finale là. Vous lui demanderez. Moi, ça m'a pas sorti. C'est juste que ça m'a énervé dans la situation. Quoi qu'il, moi, j'arrive toujours à faire la part des choses entre match, pas match, entraînement, réseau, si ça ou ça. Je peux répondre sur les réseaux, faire tout ce que j'ai à faire, parler, dire tout ce que j'ai à dire. Le soir, aller jouer et ça a aucun impact sur ma journée ou sur comment je vais dormir. Et c'est que moi, je trouvais que quand on parlait même avec lui, après, tu regardes son téléphone, son téléphone était bloqué comme moi après le Partizan, où là, t'as des messages tout le temps, de racistes, tous les trucs, tu vois. Donc lui, on voit aussi que bon, vas-y, c'est aussi relou comme situation pour lui. Oui. Donc moi, c'est ça en fait qui me saoule. Et en plus, quand je vois des messages de Français que vous êtes censés supporter, mais en fait, vu que Lucas, il joue en NBA dans ton truc et que tu l'aimes tellement plus que l'équipe de France, il faut que tu le défendes. C'est ça moi qui me rend dingue. Et je me dis, mais les gars, faut pas abuser. Donc en fait, quand je parle et que je dis ça, et là, il y a aussi des abrutis. Ah, mais toi, tu parles, mais tu fais rien et tout. Donc tu vois, je t'en sors jamais en fait là. J'étais en mode, ah ok. Donc après, c'est pour ça que j'ai dit, bon, vas-y, ok, donc pour parler, il faut faire quelque chose. Après, le match d'après, j'étais en pétard. C'était le match contre la Pologne, où là, je me dis, bon, vas-y, ok, c'est comme ça. Donc après, je fais mon match justement où je mets mes 36 wimps. Et après, il y a forcément Vincent et tout qui mettait des tweets en disant, vous l'avez énervé, le Vincent Poirier. Ouais, donc on rigolait parce qu'on s'est appelé. Et je disais, non, mais parce que les gars sont fous, en fait. Il faut que je marque genre comme ça là, pour qu'ensuite là je peux parler, pour qu'on me dise c'est bon, tranquille, on m'écoute. Sinon si je mets 2 points et que je parle, ah ouais mais toi tu fais rien, pourquoi on t'écouterait, tu vois, c'est un rapport qu'il y avait qui m'a saoulé un peu, mais au moins j'étais content parce que là directement on nous a fichu un peu la paix, tu vois, où c'était tranquille. Bon après il y a eu il y avait la défaite aussi contre Israël aussi qui nous a pas forcément aidé aussi, où là les gens ils ont dit encore bon allez, ça va être dur, mais tout ça pour dire que voilà, cette situation-là avec Sylvain, ça a été ouf. Que moi, après, justement, quand j'ai commencé à me rendre compte aussi un peu de la situation, de comment c'était, qu'il fallait que je sois agressif et tout, j'ai pu jouer, tu vois, et performer justement contre la Pologne. Et après, à ce moment-là, voilà, on est quand même aussi bien en confiance. Et on se dit, bon, ça va le faire. Donc après, on arrive contre la Géorgie, où on a tout raté. C'est le traquenard ultime, en fait. Même pas, c'était... Moi, en fait, vous pouvez demander aux gars de l'équipe de France, la veille, on regarde la Serbie. T'as forcément le pressentiment de te dire... Qui se fait sortir par la Finlande. Voilà. Tu regardes le match, tu te dis, mais gars, imaginez les gars, si... La fin du match, buzzer, tu regardes. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message. Les gars, c'est ça le championnat d'Europe. C'est ça. Les grosses équipes, elles sortent toujours contre les petites nations. C'est comme ça, il y a toujours des surprises. Demain... c'est nous, on a plus de pression. Les Géorgiens, ils ont rien à perdre. Eux, ils savent, ils regardent, tout le monde leur dit. Pour eux, c'est bon. Ils vont être motivés. On essaye de le faire, mais la pression est de notre côté. Tu vois, il faut qu'on joue ensemble, il faut qu'on fasse ça, il ne faut pas qu'on fasse comme la Serbie, en fait. Mais le message, je l'envoie parce que je sais. Je sais, pas en mode je dis qu'on va perdre, mais je sais que le championnat d'Europe, c'est des surprises. Donc en fait, je me dis, là, c'est chaud. Tout le monde a vu que la Serbie a perdu, donc je te dis, les petites nations qui étaient là, ils se sont dit, ils l'ont fait. On peut le faire. La motivation, je sais qu'eux, ils ont vu le match, ils sont allés dormir, mais ils se sont dit, demain, tu vois.
Donc je voulais pas justement que ça tombe dans ça, donc j'ai envoyé un message pour essayer de motiver tout le monde. Et après, bon voilà, le lendemain, c'est passé comme c'est passé. Hein. On a raté, c'était un soir qui n'était pas forcément nous. Eux, ils ont fait le match qu'ils devaient faire. Tu l'expliques comment ça, au-delà de l'adresse? Parce que l'adresse, on aime bien dire que c'est une conséquence de beaucoup de choses. C'est quoi, on est des mois plus tard, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, je pense que ça peut être plein de choses. Plein de choses où forcément on peut se dire... oui, il y avait des joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience. Oui, il nous a manqué ci. Oui, peut-être qu'avec... la réalité, c'est quoi? On avait les 12 joueurs qui avaient été sélectionnés. On les aurait tous eus. On n'aurait pas été dans cette situation-là. Pour rappeler, on a perdu Vincent, on a perdu Mathieu, on a perdu Alex. Théo était blessé, je crois. Il avait un truc au pied où il avait quelque chose, je crois, qui le gênait. Et nous, à l'intérieur, on se retrouve plus qu'avec Mam aussi. Il y a Mam et seul pivot. Ouais. C'est toi le pivot backup. Tu vois, donc en fait, il y a aussi ça à prendre en compte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je regardais l'équipe des 12 qu'on avait là. Je me dis, bon, là, on est bien. Quand même, on joue contre... Tu sens quand on joue contre les Grecs aussi, par exemple. En prépa, ouais. Tu vois, tu sens qu'on est un bon groupe. Tu vois, on s'est dit, on est une bonne équipe, en fait. Et après, ça devenait mission impossible. Après, c'était plus possible. Bon, parle-moi du futur de l'équipe de France. Belle équipe, hein, a priori, pour les deux fenêtres. Tu vas retrouver l'équipe de France le 22 juin à Pau. Ouais. Vous allez recroiser aussi les Serbes donc, cet été au mois d'août. Et puis, il y a surtout la Coupe du Monde 2027 au Qatar. Et on l'espère, les Jeux Olympiques en 2028 qui pourraient être potentiellement tes derniers Jeux. Certainement tes derniers Jeux. Je pense que tu aurais 32, ça ferait 36. Bon, bref. Ouais. Mais... Victor, l'ancienne génération, on voit Ivan qui est MVP du Final Four, tu le dis, t'es dans la forme de ta vie, Rudy qui fait des playoffs incroyables, tout ce mix-là, comment tu vois le futur de cette équipe de France jusqu'aux Jeux Olympiques? Bah franchement, très encourageant, ça fait quelques années de façon qu'on regarde un peu aussi autour, même les plus jeunes ou quoi, ou ceux qui arrivent, on regarde, on se dit, ah ouais, sur le papier, clairement, oui, on a une équipe... forte. On est une équipe vraiment forte. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à tous bien se comprendre, tous bien jouer ensemble pour créer une connexion entre nous et un bloc que personne va pouvoir toucher, entre guillemets. Parce que y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la liste. Et là, je pense sur le travail justement de Fred Photo et ses assistants, il va falloir qu'ils fassent une bonne liste de gars en fait qui se comprennent et qui avancent ensemble et dans les moments difficiles comme les moments faciles ou que tout soit un bon groupe. Et pour nous, franchement, l'équipe de France en tant que joueur, forcément, on pense que on peut dominer. Mais maintenant, il va falloir prouver. C'est long, hein, tout est long. Hein. Ça commence là par les matchs de qualif, ça commence par la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, il faut faire les résultats, parce que là, c'est pas en France. Il faut faire les résultats pour aller la faire aussi aux États-Unis, à Los Angeles. Donc voilà, il y a tout ça aussi. On sait que le chemin, il est très très long. Ça va pas être facile, parce que forcément, les autres équipes aussi, elles regardent et elles se disent putain, ça c'est l'équipe de France ou quoi. Avant que le match il commence, pour eux, c'est déjà la guerre. Là, justement, du fait qu'on est maintenant des grosses équipes comme ça va être de plus en plus dur pour nous. Tout le monde pense que ça va être plus facile parce que non, ça va être très compliqué. Et oui, là, franchement, t'es content quand tu regardes Wemby, tu regardes Rudy, tu regardes Evan, là, comme on a dit, il a gagné la Final Four. On a vu l'année de Sylvain, on a vu l'année de Timothée, on a vu, tu vois, donc Mathieu ou d'autres, tu vois. Donc il y a vraiment. Eli, MVP du championnat. Aussi Eli. Donc franchement, je me dis, ouais. Là, il y a tout, en vrai. Ça donne envie. Ouais, bah oui. Là, franchement, il y a tout pour qu'on aille dans la bonne direction. À nous de pas faire les cons et de vraiment suivre justement les consignes de Fred et qu'on aille faire ça tous ensemble. Est-ce que tu rêves d'une finale, d'une revanche, pardon, aux Jeux Olympiques face à Team USA et de remettre un Thomas sur LeBron? Il sera pas là, si. Non. Avec LeBron, non, a priori, non. Il sera au golf. On dunkera sur. Tu vas dunker sur quelqu'un d'autre. On retrouvera avec quelqu'un, t'inquiète. Non, forcément, parce que les deux derniers JO, c'est comme ça que ça s'est passé, et que là, on se dit, bon, jamais 203, on veut. Bien sûr. Mais la réalité, c'est que pour arriver jusqu'à déjà en finale des JO. Le chemin, c'est un Hunger Game. Comme je vous dis, il y a la qualif là, il y a la Coupe du Monde qu'il faut pas se chier, il y a ensuite les JO en eux-mêmes là-bas où tout le monde va être excité d'être à Los Angeles et tout. Tout le monde va savoir qu'en plus c'est les Américains, donc voilà, ça va pousser. Donc
ça va être hyper long. Ça paraît loin en fait. C'est ça en fait. Ça paraît loin et ça arrive tellement vite. C'est un drôle de sentiment. Mais en tout cas, on aimerait. Est-ce que ce dunk là sur LeBron, il a vraiment changé ta vie? Est-ce que tu considères ça? Oui, tu sais qu'aujourd'hui, on en parle encore. La dernière fois, je parlais avec mon petit frère, on parlait. Et je lui dis, c'est comme moi, par exemple, à la NBA, j'aurais pas mis le dunk, je serais pas reparti. Il m'a dit, ouais, non, mais je crois pas. Mais la réalité, je pense, et on est. Tu serais encore au Real si t'avais pas dunké sur LeBron? Franchement, peut-être. Peut-être. Je peux pas l'affirmer. Mais moi, en tout cas, je pense. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un dunk donc sur LeBron qui est un goat de ce sport. Ouais. Mais alors, évidemment que t'en mets des gros dunks, mais t'es pas un dunker, t'es pas un Dwight Howard, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, quand même. Hein. Non, mais il y a Gershon et Vince Carter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais y aller, je vais t'expliquer. Attention, il a toujours mis des dunks. J'ai toujours mis des dunks, mais Gershon, ton post 4, c'est ton pick and pop, ton post up, c'est ça que je veux dire. T'es pas Stromae Swift, voilà, si tu t'es bondissant, merci. Bon, attends, donc on parle, le mec, c'est un athlète. Avec lui, moi je m'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que t'as mis un dunk sur la tête d'un mec et que finalement, quand on te voyait à Philadelphie, t'es surtout au large, à mettre des tirs, à mettre des tirs extérieurs. C'est ça qui est marrant. C'est qu'une image qui a fait le tour du monde, les mecs en NBA se sont dit, ah ben tiens, alors qu'en fait, ça fait 5 ans que tu fournis en Euroleague. En fait, je pense que c'était le point d'exclamation sur les JO, tu vois, sur la finale surtout aussi. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait rire, et pourtant c'était très 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 encourageant qu'elle avait dit ça, c'était dans mon sens, tu vois, mais même Paul George quand il a dit ah mais en fait quand on regarde là, on se dit pourquoi il était pas dans la ligue et tout depuis et tout, tu vois, et que c'est une réalité. Mais je me dis ah ouais, en fait eux, ils regardent rien d'autre. Tu sais quand ça passe des États-Unis, j'ai envie de dire mais j'étais arrivé au Real Madrid là-bas, j'étais en train de faire mes trucs, je jouais, je taffais, tu vois, donc en fait pour eux c'est une surprise. Ah putain mais c'est pourquoi ce gars il était pas là, c'est qui ce gars, attends c'est lui tel, attends on va voir qu'est-ce qu'il fait. Et après ils disent ah mais en fait tu joues, tu vois, c'est comme ça qu'ils sont. Mais en fait pour revenir à ça là sur les JO, au bout de l'écart quand on joue le Canada et qu'on gagne, bon ça fait déjà un peu de bruit, et après quand on gagne les demi, moi il y avait un journaliste là Mark Spears, et il était là parce que je le connaissais de Boston. Donc à ce moment-là, je le vois, il rigole et tout, on parle, et moi en plus je suis dans l'émotion, j'étais grave dans le truc. Parce que aussi, en fait moi, cette énergie et cette niaque que j'ai l'impression que ça fonctionne toujours comme ça, mais pareil, hein, pour venir, on parlait des réseaux, c'était tout le rapport avec les fans. On a perdu contre l'Allemagne, c'était une grosse défaite, 30 points. C'est une des pires défaites qu'on ait vécues, hein, quand même. C'était la dernière des poules, franchement. À ce moment-là, on s'est dit, c'est là qu'il a posé un coup de gueule, Nico. J'écoutais comme ça, je t'aurais me dire, qu'est-ce qui se passe? Comment on est arrivé là? On avait galéré, ok, contre le Japon. Bon, Brésil, on a gagné et tout. Ok, mais comment on est arrivé là? Ok, je me dis, mais non, on est les JO là, on a dit qu'on allait faire ça, c'est pas possible. Non, c'est impossible, ok. Après, il y a une réunion, on se voit entre nous et tout, on se parle. Mais quand on voyait en fait qu'on a perdu presque un peu le soutien des supporters, il y en a, ils y croyaient plus. Surtout quand ils ont vu Canada. Ils ont dit Canada. Bon, alors, ils en ont pris 40 l'été d'avant à la Coupe du Monde. C'est impossible. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, pour eux, c'était impossible qu'on les batte. Et nous, la motivation. Et aussi un petit truc que je pense que vous n'êtes pas au courant, vous n'avez jamais entendu. Attention, on connaît des choses, on en sait des choses. On le dit peut-être pour la première fois, mais moi j'avais su par des collègues que le Canada était sorti à l'arc. Oui, comment guess. Alors autant ça te pique quand je te dis que t'es pas là un immense dunker. Alors quand tu me dis qu'on n'a pas les infos avec tous les physios de la Night de Paris, bon Gersh, enfin. Ils l'ont pas vu. T'as oublié la rumeur. T'as vraiment oublié notre première rencontre. Comment c'était? T'as oublié notre première rencontre, mon Gersh. À Wanderlust. À la Wanderlust, quand je t'ai fait rentrer à la Wanderlust. Je voulais te signer au Chine. C'était pas pour toi et j'allais pas rentrer. Non mais oui, alors ils teasaient pas. Par contre, tu vois, nous on a même l'info. C'est 2 jours avant. Ils teasaient pas, mais ils restaient tard dans le resto. Ouais. Tu teases pas, tu fais ci ou quoi, t'es là-bas, pour moi, je t'associe. Moi, c'est que t'es détente. Ah oui. T'es pas détente, tu sors pas, tu restes dans ta chambre en train de réfléchir à comment tu vas jouer. Ok. Quand j'ai su ça, j'ai dit ah ouais, ok. Ah ouais, non, en fait, c'est même pas. Ouais, non, en fait. Impossible. Pour moi, c'était inconcevable qu'on perde. Donc on a commencé comme ça.
Après, justement, les demi aussi, pareil. Quand on a gagné et qu'on jouait l'Allemagne, justement, qui nous avait battu de 30 points là, les gens aussi, c'était pareil, mission impossible. C'est là où je t'appelle après la demi-finale, tu te souviens, où tu me parles de Daniel Tace, Boston, tout ça, les quarts de terrain pour toi, le quart de terrain pour toi. Écoute, c'était du travail. Tout ça pour moi, c'était là, il faut juste prouver, il faut juste montrer aux autres que voilà, ils ont tort et tu sais, c'est un combat contre toi-même, tu vois. Et moi, j'aime vraiment trop me motiver. Je suis vraiment dans le combat constant contre moi de me prouver que je suis capable de le faire. Donc après là justement il y a le reporter Marcus Spears. Donc après on parle et je lui dis et alors quoi et tout. Maintenant après moi j'attends toujours une deuxième chance. Tu vois, je lui parlais, j'ai commencé à dire un peu mes trucs déjà. Il a fait un article directement là-bas. Ça a commencé déjà à parler. T'as été bon. J'ai prévu tous les petits trucs. Je te dis, je suis sorti là-bas, je l'ai vu, j'ai fait. Ça a commencé à parler tout un peu. Là, mon agent aussi il dit ça commence. Il y a quelques équipes qui truc. Mais c'est tout le temps tranquille. En fait, les équipes c'est quoi? C'est quoi son contrat? Ok, il est là-bas. C'est quoi là-bas? Ok. C'est ça pour eux parler. On parle de rien, la réalité, tu vois. Ils disent pas, on veut lui proposer un contrat, on a ça, attendez, on a peut-être. C'est juste, en fait, ils se renseignent. Donc à ce moment-là, juste, ils se renseignent. C'est toujours une question, est-ce qu'elle est célibataire, quoi, en gros? Je te jure, c'est ni plus ni moins que ça, quoi. Je veux juste savoir. Oui, non, bon, ok. Juste savoir. Tu sais, oui, dispo, donc, tu vois, après. Marrant et tout, tu vois, donc moi je me dis ok, bon, on dirait j'ai pas encore fait assez, tu vois, donc là on commence après les finales, mais les finales pareil. C'est aussi le match. Là, les gens ils disent bon, Canada ok, l'Allemagne ok, mais jamais ils vont battre les États-Unis, tu vois. Donc nous on est aussi pareil, encore super motivés. Donc là on se bat vraiment contre eux, un match de fou. Franchement, on en a reparlé parce qu'on parlait aussi de la performance de Curry, mais les émotions d'être sur ce terrain-là. En fait, c'est une pression, mais jamais une pression genre tu paniques, c'est une bonne pression que t'aimes bien, où là t'entends juste le public crier, les tambours, les trucs, t'entends tout ça derrière, et là toi tu regardes en même temps, tu vois. Tu vois ces joueurs-là sur le terrain, il se passe telle chose, et là on se dit putain, c'est le rêve en fait. C'est le plus grand match que t'as joué de ta vie. Ah oui. Forcément. Oui, les JO c'est le plus haut. Mais c'est à Paris. Mais on était dans la salle, Thomas, c'est le plus grand match qu'on ait vu. Moi, sur ton dunk, tu m'as fait faire un truc, donc j'avais 42 ans à l'époque, donc un mec plutôt avancé dans la vie, un peu adulte, mature. Tu dunk, je me suis relevé, j'ai fait ta gueule, le bras là. Et là, les gens ils m'ont regardé autour, j'ai fait je me suis rassis, avec l'accréditation évidemment, tu vois. Mais si, un adolescent de 15 ans qui voit pour la première fois un mec dunker, tu vois. J'étais comme ça. Je me suis dit en fait ça, je suis dans ma finale, je suis complètement fou en fait. Mais c'est pour ça que tu parles des émotions. Et moi j'ai eu des frissons dans ce match-là parce que c'était palpable en fait. C'était palpable ce qui se passait sur le terrain, c'était quelque chose de le 3 points de victoire en contre-attaque, le début de match, Steph Curry à la fin qui met les tirs. Fantastique. Tu sais, on perd à la fin, je suis là assis comme ça, je me dis, je crois que je viens de voir un truc exceptionnel. Fou. Franchement, nous, du coup, je dirais même moi, dans ma carrière, dans ma vie, j'ai fait un match de JO en finale contre les States à Paris, en France. Là, de nous, il y aura personne d'autre qui va revoir ça. C'est une dinguerie, tu vois. Je me dis, je suis content pour ça aussi, tu vois. Il y avait ma famille. Rien que quand je passe à mes parents ou quoi, qui n'ont pas tout le temps la chance de me voir jouer, des grands matchs, surtout des trucs. Là, j'arrive avec le maillot de l'équipe de France pour eux, fierté. Déjà, ils sont contents. Leur fils, il est là et tout. Plus la finale. Plus là, on est dans la salle. Plus, même, par exemple, le match contre l'Allemagne. Bon, moi, je calcule pas comme ça, mais je sais quand je parle avec eux, c'est ça. Mais quand on s'accrie MVP, pour eux, ils sont là. Tu vois, ils sont tellement fiers. C'est un truc de fou. Alors là, on arrive en finale. Le dunk. Le truc, alors, mais eux, les émotions, ma mère, à la fin, était. Tu sais, on a perdu, mais elle est. Ça faisait beaucoup pour tout le monde, voilà. Alors, les gens nous diront, ça reste une défaite et tout, mais mine de rien, c'est dans ces. On en a vécu des défaites très compliquées avec l'équipe de France. Mais sur cette fin de match, il y a un espèce de truc de. Mec, on vient de vivre une quinzaine exceptionnelle. Ouais. Franchement, c'était. Ouais, je pense, Non, pas un des. Je pense, le meilleur match de ma carrière jusqu'à. Aujourd'hui, on s'en parlait en termes de points, de trucs et tout, en termes d'émotions, de vraiment quand tu vois la liste des joueurs sur le terrain, rien que ça, c'est difficile à battre aussi, d'avoir autant de bons joueurs comme ça sur le terrain, les noms, les trucs. Même eux, je crois que, si c'est leur dernière compète aux 3, d'avoir eu encore les 3 pour leur dernière contre eux en finale, finale JO, Paris et tout. Le contexte, il est énorme. Alors, je veux dire un truc. J'ai une anecdote, évidemment, avec Gershon. Mais, évidemment, c'est le plus grand match, etc. Ouais. Mais c'est pas la meilleure atmosphère des JO. La meilleure atmosphère, c'est France-Canada. Premier match à la Core Arena où
contrairement à la finale où il y a beaucoup d'Américains et le public est vachement partagé, avec des Français avec des maillots. J'étais à côté d'un Français, il y a le maillot de Curry. T'es sérieux? Bon, bref, vraiment. France-Canada, c'était un peu l'arène à Rome. Tu vois, le Colisée, où c'est... Pouce en l'air, pouce en bas. Exactement, la Marseillaise de France-Canada, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Évidemment, il y a ce match fantastique qui est serré et tout. Gershon, à la fin, tu m'as crié dessus, gros. T'es venu, tu m'as crié dessus. J'étais premier rang. Je suis premier rang. Je sais que dans ton esprit, t'as oublié. Moi, j'ai pas oublié. Comme me faire engueuler comme si j'étais au collège avec mon CPE. Pourquoi on arrive et tout. Le match exceptionnel, voilà, on est presque en pleurs, j'en peux plus. Gershon Yabusele, j'étais particulièrement bien placé, je dois le dire. Et je suis le premier, en fait, quand tu sortais là pour faire le détour. Là, j'ai la vision. Je vois Gershon qui arrive et vous avez douté de nous. Vous avez. Je fais calme-toi, Gershon. Vraiment, je suis content là. Vous avez douté, vraiment. Arrête, j'ai rien dit, moi. C'était pas pour toi. C'était en général. C'était derrière. Parce que là, le public, maintenant, tout le monde est content. Arrêtez. Vous étiez où avant ça? C'est le jeu, Gershon. T'as vu ce que vous avez fait à Lille? T'as vu ce que vous avez fait à Lille? La honte, c'est la honte. Vous avez retourné dans les deux sens. Ça comptait pas. Là, ça compte. C'est quand ça compte. Moi, j'étais remonté. Moi, dans la tête, c'était alors quoi? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, j'avais kiffé en vrai. Bien sûr. C'était vraiment un peu, tu vois, la rigolade, mais c'était le petit truc en mode, moi, j'oublie pas. Vous avez douté. C'est un jeu là. Après l'Allemagne, quand je ressors encore, je regarde, je dis alors quoi? On va en finale ou pas? Parce que moi, j'y suis à Lille pour le match contre l'Allemagne en poule. Non, c'était. Je vais pas te mentir. Oh, c'est dur, hein. En fait, c'était dur, mais dans le vrai sens où on est là et je me dis, mais il y a rien qui marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je vois Wagner dunker sur Mathias et tout avec la faute, je vois, non, mais en fait, il y a humilié, on peut le dire. Maintenant, ils nous ont humiliés, ce jour-là. Franchement, je voulais péter un câble. Tu sais, tellement péter un câble. Bon, ça, c'est dans ma tête, hein, je vous le dis. On rigole. Je sais les gens qui vont venir déjà. Mais à ce moment-là, t'as envie de te dire. Et on perd pas la bagarre. Venez, on fait un truc. On finit pas le match. Il y a rien qui fonctionne. On peut une fois, mais pas 2 takedowns en carrière. Non, là, si je fais ça, c'est fini. Ça, c'est les mauvais temps morts. Bon, les gars, on peut perdre le match. Par contre, mais en tout cas, on perdra pas notre honneur. Voilà. Moi, une dernière question avant que ça dérape beaucoup trop. Bon, LeBron James, tu l'as recroisé du coup sur les parcs NBA. Il y a quoi? Il y a eu une petite vibe. Il y a eu genre, on se connaît pas. Regarde, franchement. Quand je savais qu'on allait jouer, la semaine avant, pour te dire, je me suis mis de la pression, tout ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je lui parle pas, je fais genre, vas-y, j'ai oublié, ou tu sais. Donc, je me posais des questions et tout. Et en vrai, de vrai, tu sais, il m'a juste vu, il a juste fait ça, vite fait là, mais je le sentais un peu. Et je te dis, il y a cette action-là. Et en plus, vous pouvez regarder, je mens pas, hein, vous pouvez regarder. Où justement il avait la balle comme ça, il a attaqué, il voulait mettre un dunk ou mettre un lay-up, je sais plus, et j'ai fait genre que j'y allais, après j'ai reculé au dernier moment et du coup on dirait ça l'a stressé et il a fait un lay-up, airball. Donc à ce moment-là je te dis moi, parce qu'il y avait mon pote en plus qui était au match, mon pote Mamoun qui était là, il est venu et là, j'étais dans la voiture, je voulais lui dire, mais je me suis dit non, je suis un ouf, c'est moi, c'est dans ma tête et tout, tu vois, c'est LeBron, je me dis non, je suis un ouf. Et il m'a dit, tu sais qu'il y a une action là, au moment où LeBron est venu, il a fait son airball. J'ai dit, t'as capté ou pas? Je pense qu'il a dit, non, mais je crois vraiment que tu l'as gêné parce que la vérité, quand il a fait son airball, après il a essayé de nettoyer ses mains et tout, il est revenu et tout. Et moi, je me suis dit, la vérité, je suis dans sa tête. Tu me l'as confirmé, je le sais, je suis dans sa tête. Donc après, tu vois, on a rigolé et tout, tu vois, mais ça, c'est vraiment le petit délire d'entre joueurs. Ça, c'est vraiment le délire de basketteur. On se raconte des histoires, on se fait kiffer un peu, on se fait mousser, c'est normal. Et en plus, j'étais bien parce que le match retour, en plus, c'est là où je fais l'interception, je mets le dunk sur AD là en contre-attaque et tout. Donc je te dis, c'est pour revenir aussi sur cette année à Philly, pour moi, elle était exceptionnelle pour le retour et tout. Mais ouais, LeBron, je l'ai recroisé en tout cas et franchement. Pas copain quoi. Non, pas encore. Moi, en plus, tu connais Tim Kobe. J'étais content d'avoir dunké sur lui. Hein. Mais attention. Hein. 24, Lakers, c'est Kobe. On connaît l'ordre. Hein. Michael Jordan, Gershon Yabusele, LeBron James. Ça, c'est notre ordre ici. Gershon, merci beaucoup. Merci. C'est très cool, tu nous as régalé. Et puis évidemment, on te reverra avec l'équipe de France dès le 22 juin à Pau. Yes. Et puis on te souhaite le meilleur et surtout de trouver un beau contrat NBA pour la saison prochaine. Merci. Nous on sera là sur First Team pour en parler, pour donner de la force comme on fait chaque saison. Merci Gershon. Merci de m'avoir reçu les gars.